Bonjour Éric Coquerel. Bonjour Thomas Porte. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Éric Coquerel, tu es député de la France Insoumise Seine-Saint-Denis et Thomas Porte, tu es le porte-parole de Génération avec un S, le mouvement qui a été initié par Benoît Hamon. Tous les deux, vous avez pris l'initiative d'un texte et d'un appel qui a rassemblé énormément de monde, des partis, des associations, des journaux, dont Regard, des ONG, pour que le 12 juin, on manifeste dans toute la France en faveur des libertés et contre l'extrême droite. Qu'est-ce qui vous a conduit à cette initiative? Quelle est l'analyse que vous avez faite de la situation qui vous a conduit à prendre cette initiative tous les deux ensemble? Je crois qu'on a partagé un constat, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois un recul des libertés et une dérive autoritaire du gouvernement, puisqu'on a une accumulation des lois liberticides, pas simplement depuis le début de l'état d'urgence sanitaire, mais depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, dont je rappelle qu'il a commencé par la transposition dans le droit ordinaire d'une juridiction d'exception qui était l'état d'urgence. Et en même temps, on a une évolution idéologique de l'extrême droite qui gangrène à la fois la société civile, mais aussi les plus hauts niveaux de l'État, puisqu'on a eu, sur les dernières semaines, la sémantique de l'extrême droite qui s'est exprimée au plus haut niveau de l'État, où on a parlé d'islamo-gauchisme, on a parlé d'ensauvagement, et on a des lois qui n'ont rien à envier à ce que pourrait faire l'extrême droite, et on a un climat, aujourd'hui, on a des corps entiers de la société qui portent des revendications qui nous semblent extrêmement dangereuses. On reviendra peut-être sur la manifestation des policiers, on a quand même entendu des slogans où il fallait mettre au pas la Constitution, où on a dit que le problème de la police était la justice. On a des actes islamophobes, des actes antisémites, des actes racistes qui s'accumulent sur les dernières semaines. Donc nous, on a pris l'initiative d'écrire un texte, de rassembler différentes personnalités, des organisations qui se retrouvent dans l'urgence à réagir. Et je termine là-dessus. Si on a fait ce texte, c'est parce qu'on a senti aussi, ensemble, qu'il y avait une envie des gens de réagir et qu'on en avait un peu marre de prendre des coups et que c'était le moment de relever de la tête pour dire que dans ce pays, il existait autre chose que le fascisme et le libéralisme et qu'on ne pouvait pas accepter de continuer dans cette voie-là parce que ça peut conduire au pire. On est aussi dans un contexte électoral, on a une élection présidentielle qui va arriver et on peut avoir un basculement du pays au travers d'une politique et d'une présidente d'extrême droite. Donc nous, on tire le signal d'alarme en disant ça suffit, maintenant il faut relever la tête, se retrousser les gants. Et c'est pas une manifestation qui va tout régler, c'est aussi ça le sens de l'appel, c'est créer un cadre commun pour mener la bataille dans la durée et notamment sur la bataille des idées et reconquérir, j'ai envie de dire, les consciences et gagner à ce qu'on ait des horizons émancipateurs pour sortir de ce contexte qui nous semble extrêmement préoccupant. Merci. Et toi, Éric, c'est quoi ta motivation? T'es parti? Ma motivation, en fait, ça remonte un peu plus loin, ça remonte au mois de mars. C'était juste après les attaques de Vidal sur la question de l'islamo-gauchisme à l'université, qui était quand même énorme, parce qu'il y avait les libertés académiques qui étaient mises en péril, et puis en plus, chacun sait que l'islamo-gauchisme n'existe pas, enfin, je veux dire, de manière suffisamment large qu'il faudrait s'y attaquer. Donc ça nous a inquiétés. Je dis nous parce qu'à ce moment-là, c'était les responsables de groupe de France Insoumise. Et on avait fait un appel à différents partis en se disant, bah tiens, on peut peut-être se réunir tous ensemble pour dire quelque chose. Malheureusement, cette première réunion, on a eu du mal puisque 3 partis n'ont pas été au rendez-vous, le Parti Socialiste, le Parti Communiste et Europe Écologie. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Bon, on se dit, bon, quand même, c'est un peu bizarre. Rebelote 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard, où cette fois-ci l'attaque, c'est quand même énorme, c'est sur la question des groupes de parole de l'UNEF, où on a un syndicat qui est menacé d'interdiction, la droite le menace d'interdiction, dit qu'il faut l'interdire, sans qu'il y ait beaucoup de réactions. On observe même qu'à gauche, certains réagissent en disant « oui, c'est vrai que c'est un problème ». Et là, on se dit, bon, un syndicat demande l'interdiction d'un syndicat. Moi, j'ai regardé rapidement dans l'histoire, il y en a... les demandes d'interdiction des syndicats, c'est sous l'Italie mussolinienne, sous l'Allemagne nazie, sous Pinochet. Enfin, c'est très rare. C'est pas bon. Là, on se dit quand même qu'il faut réagir. On réessaye cet appel de parti, rebelote les 3 mêmes. Et là, franchement, on est en train de se dire, mais comment on peut faire? Parce que c'était la même impression. Il faut qu'on réagisse, quoi. Il y a un camp de la liberté qui existe dans ce pays. Il demande à s'exprimer. Et c'est là que Thomas m'a contacté pour se dire, bah tiens, si on faisait un appel de personnalité, je trouvais que c'était une bonne idée. Ça permettait justement de contourner les problèmes, de faire en sorte que les partis qui ne veulent pas signer, il y a certains responsables de partis qui veulent bien le faire. Par exemple, le Parti communiste, Elsa Faucillon voulait bien le faire, Stéphane Peu voulait bien le faire, etc. etc. Et du coup, là, ça a libéré finalement tout le monde. Et à partir de là, ça nous a permis de faire ce qu'on n'arrivait pas à faire depuis longtemps, c'est-à-dire d'avoir aussi un contact avec les organisations syndicales, avec ATTAC, qui jusqu'à maintenant était un peu rétive à faire un front également avec les politiques. Et ça a débouché sur l'appel pour le 12 juin. Tu disais l'extrême droite, mais ça confirme ce que vient de dire
Thomas, c'est les idées d'extrême droite. Parce que malheureusement, j'allais dire presque qu'on a parfois l'impression qu'on n'a plus besoin de Mme Le Pen pour faire de l'extrême droite au niveau du gouvernement, tant ces idées sont recyclées. Et malheureusement, on le voit tous les jours, y compris avec la présence de M. Darmanin à une manifestation de policiers que moi j'estime factieuse. Oui, donc là, j'aimerais bien que vous développiez l'un et l'autre un tout petit peu sur ce point, parce qu'on a entendu cette formule assez frappante, la lepénisation de la Macronie et la macronisation de la lepénie, on va dire. Et tu viens de dire que finalement, ce sont les idées de l'extrême droite qui sont en train de contaminer un peu tout le monde. Et Benoît Hamon a dit tout à fait récemment qu'on était dans une situation pré-fasciste. Est-ce que donc vous affirmez l'un et l'autre cette situation, et au fond, est-ce qu'en disant cela, on n'est pas en train de banaliser finalement la limite entre notre situation et ce que serait l'accès au pouvoir en direct de l'extrême droite, voire l'écart entre la situation de la France et la situation de la Hongrie ou la situation de l'Amérique de Trump? Je ne sais pas si on banalise ou pas, mais justement, nous, notre objectif, c'est pas de banaliser et de montrer qu'il y a des signaux qui sont inquiétants dans une période qui est quand même, qui rappelle des moments sombres de l'histoire. Éric vient de le dire, la dissolution possible d'un syndicat étudiant, quand on regarde les précédents historiques, c'est quand même des gouvernements fascistes. Donc c'est ça aujourd'hui. Ça n'a pas été dissous quand même, l'UNEF n'a pas été dissous. Non, mais le peu de réaction que ça a suscité dans la classe politique et le fait de voir qu'une partie de la gauche ne dit rien ou dit oui, ça pose problème, c'est quand même inquiétant sur la graduation des valeurs et des idées qui sont en train d'infuser. C'est-à-dire qu'on a un curseur qui s'est déplacé très à droite. Et tu parles des lois et de la lepénisation de la Macronie, mais quand on prend une loi comme Asile et Immigration, la loi séparatisme, je suis pas sûr que l'extrême droite au pouvoir aurait changé beaucoup de virgules dans le texte qu'il y avait à l'intérieur. Et on parle de la présence médiatique de ces idées, mais quand on a aujourd'hui le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui vient de donner une interview dans Valeurs Actuelles, si c'est pas une légitimation des idées d'extrême droite et des médias d'extrême droite et de ce qu'ils portent dans la société, en plus le jour où ils font une à une qui est transphobe, c'est quand même particulièrement inquiétant. Donc c'est aussi ça le sens de l'appel, c'est de dire attention, on est quand même sur un moment où le basculement vers le pire est possible. Et la manifestation des policiers, vraiment j'insiste là-dessus, elle a quelque chose d'inquiétant, et elle est factieuse, et je partage ce que dit Éric. Elle est noyautée par des syndicats policiers qui sont quand même d'extrême droite, et Alliance, qui est à l'origine un peu de tout ça, Alliance Police, a refait un communiqué cette semaine pour dire, on confirme nos propos, le problème de la police, c'est la justice dans ce pays. Et quand on a des slogans où on dit il faut que la peur change de camp, ça a quand même des conséquences sur les esprits. Aujourd'hui, le problème de la police, c'est pas, on doit pas avoir peur de la police. On a quand même, moi, ce qui m'a inquiété, c'est ça, c'est la manifestation de policiers devant l'Assemblée nationale, qui est le pouvoir législatif, avec un ministre de l'Intérieur qui vient quelque part soutenir des policiers, qui demande au législatif d'appliquer ce que eux ils pensent. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'est pas aujourd'hui là pour soumettre la République à la police, et elle doit jamais se soumettre. Et la République, sa raison d'être, c'est les libertés. Et aujourd'hui, elles sont menacées, et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir une riposte à la hauteur des dangers qui sont face à nous. Déjà, il faut constater, pour répondre à ta question, est-ce que finalement, on ne crie pas un peu trop au loup, et est-ce que les mots ne nous manqueront pas si demain un régime fasciste pur et dur prend le pouvoir? C'est que aujourd'hui, les États parmi les plus autoritaires, pas tous, mais parmi les plus autoritaires, ne le sont pas devenus par la grâce de partis d'extrême droite. Bolsonaro vient du libéralisme. Orban vient du libéralisme. Il vient même de la social-démocratie quand il était jeune. Et on peut dire même que Trump, même si c'est un peu plus compliqué, mais il vient aussi du libéralisme. Il n'y a pas d'organisation d'extrême droite identifiée en tant que telle. Et pourtant, les trois ont fait progresser leur pays vers un régime de plus en plus autoritaire et liberticide. Moi, je regarde pas je regarde ce que fait Macron concrètement. En plus de ce qu'il dit, alors il peut après faire du en même temps en étant avec des jeunes rappeurs ou je sais pas quoi, laissant penser. Mais ce qu'il fait, ce qu'il dit, malheureusement, il est en train de prendre le même cours, c'est-à-dire celui d'un régime autoritaire et liberticide. Si je regarde la question, tu poses la question des libertés. Bon, en tout cas, moi, je trouve c'est bien d'aller voir Montesquieu. En gros, la première idée, c'est la liberté, le droit de faire tout ce que les lois permettent. D'accord, j'ai regardé un petit peu ce matin ce qu'il écrivait. Bon, chacun comprendra pourquoi. C'est que si tu n'as pas de loi, c'est la loi du plus fort, c'est la liberté absolue de certains qui impose finalement le despotisme. Mais aussitôt qu'il dit ça, ce que les lois permettent, ils disent aussi qu'il n'y a pas de liberté sans abus de pouvoir. Et enfin, il parle de la question de la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire
l'idée qu'il faut qu'un pouvoir contrôle un autre pouvoir pour aller vite. Ces trois choses, si on prend ces trois entités aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elles sont mises à mal. La question des lois, oui, normalement c'est ce qui devrait être le cas, mais aujourd'hui on a des lois d'exception. Par exemple, on est en train de vivre à nouveau sous une loi d'exception sanitaire qui a des conséquences concrètes. Rien que cette semaine, manifestation de solidarité à la Palestine interdite au nom de cette loi d'exception. Un meeting politique à Montreuil de la liste de Clémentine Autain interdite. Rassemblement des policiers avec qui devant l'Assemblée nationale autorisé. Enfin, on voit bien qu'on a un pouvoir discrétionnaire qui se met en place et qui s'autorise, j'allais dire, des abus de pouvoir évidents. Donc il n'y a plus de liberté. Et enfin, sur la séparation des pouvoirs, l'exemple de ce qu'a dit Thomas, d'une manifestation où des policiers quand même demandent à la justice de rendre des comptes et d'imposer leur loi à la République, y compris même la Constitution pour certains, avec un ministre qui ne dit rien. Bon, je ne parle même pas des partis de gauche qui étaient là, qui n'ont rien dit non plus. C'est un autre problème, on en parlera peut-être après. On voit bien que ça est mis à mal. Donc sur le fond, pas seulement, j'allais dire, dans le détail, moi je trouve que c'est aujourd'hui, le gouvernement Macron est un gouvernement qui a des vrais problèmes avec la liberté. Et le dernier exemple, il suffirait de s'en convaincre, c'est quand il explique que pour les sans-papiers ont des devoirs avant d'avoir des droits. Ben ça, c'est extrêmement grave, parce que la question justement des libertés de la démocratie, c'est que d'abord on a des droits. D'abord, on a des droits. C'est toujours prioritaire par rapport aux devoirs. Et le fait de dire qu'à un moment donné, quelqu'un a des devoirs avant des droits, c'est l'esclavage. C'est-à-dire, c'est le fait justement de voir réduire complètement ses libertés. Je pense que Macron est liberticide et que c'est pas juste quelque chose en termes de communication et que ce régime politique s'adapte à sa vision des choses. Alors je voudrais qu'on va prendre le temps de discuter un peu des questions de la liberté dans votre projet politique, finalement, puisque c'est ça qui vous motive dans cette manifestation. Un tout dernier mot politique. Quand vous dites ça l'un et l'autre, au fond, est-ce que la conséquence politique de ce que vous êtes en train de dire ne va pas vous revenir en boomerang dans un an si on se retrouve avec ce que personne n'a envie, mais ce qui se profile quand même, un deuxième tour Macron-Le Pen? C'est-à-dire, au fond, est-ce que, je ne dis même pas ce que vous allez appeler à voter l'un et l'autre, vos formations politiques respectives. Au fond, est-ce qu'on n'est pas en train de se préparer à accepter, par défaut même, l'élection de Marine Le Pen face à Emmanuel Macron par justement défiance à l'égard d'Emmanuel Macron et de ses pratiques liberticides? Et quelle est la responsabilité politique que vous prenez? Je veux dire, vous êtes des acteurs politiques, vous n'êtes pas que des analystes, vous n'êtes pas des intellectuels en train d'analyser une situation, vous participez à la formation du rapport de force. Donc au fond, quelles conséquences ce que vous dites là, vous imaginez, vous anticipez que ça puisse avoir? Mais justement, je pense que dans le moment qui est actuellement particulier, dans le contexte qu'on vient d'évoquer, on prend justement nos responsabilités pour ne pas subir ce scénario qu'on essaye de nous imposer depuis des mois et des années, où la seule issue possible à la présidentielle, c'est Le Pen-Macron, ou à l'extrême droite face à un libéralisme. Nous, on prend nos responsabilités en disant que c'est pas ça la solution, et que c'est pas en baissant la tête, en allant à des manifestations de policiers, en ne prenant pas position sur des sujets majeurs sociétaux aujourd'hui, qu'on va faire avancer les choses, et qu'il faut avoir un moment de rupture pour affirmer haut et fort quelles sont nos idées, ne pas reculer sur la question des libertés, ne pas reculer sur la question des droits sociaux, ne pas reculer sur la question des inégalités, toutes ces choses-là que la gauche et les écologistes, ce mouvement progressiste, devraient incarner. Et on donne des très mauvais signaux pour celles et ceux qui participent à la manifestation des policiers, où on n'a pas besoin, dans un moment tel quel, d'avoir un brouillage idéologique, alors que le magma est déjà abstrait pour des millions de gens. Justement, notre responsabilité, elle est là. Et je l'ai dit tout à l'heure, et je le rappelle, cette manifestation pour les libertés contre les idées d'extrême droite, c'est pas l'histoire d'un soir, c'est dans la durée, et on ne s'en sortira effectivement que si on prolonge ça, en gagnant la bataille des idées et en proposant des alternatives concrètes qui permettent aux gens de se sortir dans la situation très compliquée dans laquelle ils sont aujourd'hui, où on a 10 millions de pauvres, on a des boîtes qui ferment chaque jour un peu plus. Donc comment on crée les conditions d'offrir une alternative? Simplement, c'est ce qu'on dit. On ne va pas dire halte au fascisme et les gens vont se rendre compte que c'est pas bien, non. C'est comment on leur propose un autre projet de société, comment on met en lumière aussi que l'extrême droite, elle n'apporte pas les réponses à ces gens-là. Tu évoquais tout à l'heure des pays d'Europe de l'Est, mais prenons la Hongrie de Orban. Les premières décisions qu'il prend, elles sont la casse du droit du travail, elles sont la remise en cause du temps horaire sur les lieux de travail. En Italie, Salvini interdit les piquets de grève devant les entreprises
En Autriche, c'est pareil, on impose des heures supplémentaires sans demander l'aval des salariés et des syndicats. Donc tout ça, il faut le mettre en perspective et on a besoin de créer les conditions, d'ouvrir des horizons, d'ouvrir des perspectives, de donner de l'espoir à des millions de gens. C'est ça aussi qui nous permet d'arrêter l'extrême droite. Écoute, ta question, moi je pense qu'il faut la poser à Emmanuel Macron, quoi. Je veux dire, pas à nous. Voilà, c'est à lui. Imaginons, je vais y revenir après, c'est pas ce que j'imagine. Imaginons que le deuxième tour soit ce que tout le monde souhaite dans la classe politico-médiatique, c'est-à-dire ce duel Macron-Le Pen, en espérant que du coup ça permettra aux libéralistes de l'emporter. Mais Emmanuel Macron a 1 an pour donner envie à des gens d'aller voter. Mais c'est pas ce qu'il fait. C'est pas ce qu'il fait. C'est pas ce qu'il fait d'abord parce que on parle de la question liberticide et d'un gouvernement qui, quand même, s'ingénie même à certains moments à prendre à droite Marine Le Pen. Enfin, le jour où Darmanin explique à Madame Le Pen qu'il la trouve très modérée, non pas sur l'islamisme, mais sur l'islam, dit-il. Je veux dire, il va falloir aller convaincre après des gens que c'est un rempart contre l'extrême droite, des gens qui disent ça. Bon, et puis en plus de ça, au service de la politique la plus inégalitaire de la Ve République, qui a accru les inégalités comme jamais, et qui se manifeste avec des organisations policières devant l'Assemblée, mais utilise les mêmes policiers quand, par exemple, une entreprise comme PPG à Besançon, où il y a 208 suppressions d'emplois, fait un piquet de grève et on envoie les policiers pour les expulser, alors même qu'ils ont affaire à des patrons de voyous. Bon, tout ça, donc, je veux dire, c'est à Macron, quelque part, de laisser, de faire preuve que, finalement, son pouvoir est très préférable de celui de Madame Le Pen. Mais moi, je crois qu'il aura beaucoup de mal, parce que le fait est, c'est que les gens n'ont pas vraiment vu la différence depuis 5 ans entre ce qu'annonçait Madame Le Pen et ce qu'a fait M. Macron. C'est ça le problème. Donc, à partir de là, pourquoi les électeurs qu'on côtoie tous, à minima, n'ont pas spécialement envie, dans ces cas-là, d'aller se déplacer. Et c'est pour ça que je crois que M. Macron est quelque part, le pire des candidats face à Mme Le Pen. Parce que c'est le candidat de tous les dangers, du fait même, justement, de ne pas pouvoir, j'allais dire, sur la question de la liberté, il n'est pas un barrage. Sur la question économique et libérale, il n'est pas un barrage. Sur la question de l'autoritarisme, il n'est pas un barrage, donc les gens, et même du racisme, il n'est pas un barrage, parce qu'il y a des lois, comme les lois sur le séparatisme, qui sont des lois qui divisent et qui pointent une partie de nos concitoyens de par leur religion. Donc tout ça, ça donne pas envie d'aller voter. Mais moi, comme tu l'as dit, je suis un militant politique, et un militant politique, ça ne réfléchit pas seulement, ça aussi agit. Et mon action, c'est que d'ici 1 an, ça ne sera pas ça le deuxième tour. Moi, je prends les paris ici, voilà. Toi, entre toi et moi, tu dis ce qui est le plus probable. Je pense que ça ne sera pas le deuxième tour. Voilà, je pense que d'ici 1 an, il va se passer beaucoup de choses. Très bien. Alors moi, ce que je propose, c'est que maintenant, on se recentre sur la manifestation. Moi, ce que j'ai noté, c'est que vous avez choisi le thème de la liberté. Et ce n'est pas finalement quelque chose de tout à fait usuel. On a beaucoup entendu la gauche se centrer ces dernières années sur la question sociale et sur la question écologique. Et la question de la liberté a été assez peu présente finalement dans le discours. Ça m'intéresse de vous entendre au fond pour comprendre, connaître quelle place ça a dans cet enjeu, cette question, dans votre projet politique, dans votre vision du monde, dans votre proposition. La question de la liberté, c'est central. Et de quelle liberté vous parlez? Des libertés publiques, des libertés individuelles? Quelle est la place profonde de cette notion à côté de la question sociale et de la question écologique qui, elles, sont maintenant bien arrimées à la gauche? Je crois que les trois, elles sont liées et on parle souvent de République. Moi, je considère que la République, ça peut pas être autre chose qu'un régime de liberté. Et aujourd'hui, elles sont remises en cause. C'est pour ça qu'on a alerté sur ça. Et tu parles de la question sociale et de la question écologique, mais la liberté, c'est la raison d'être d'une République. C'est ce qui la légitime, c'est sa condition d'existence. Et c'est aussi aujourd'hui pour ça qu'on dit qu'on est en danger sur le système républicain, tel que la gauche le porte et tel qu'est notre conception. Parce que quand on parle de dérive liberticide et de remise en cause de la liberté, ça a un impact sur les inégalités sociales, sur les enjeux sociaux, sur les enjeux environnementaux. Tout à l'heure, Éric le disait, on interdit des manifestations, on interdit toute forme de contestation sociale. Et Emmanuel Macron, il a cette caractéristique-là, c'est qu'il a à la fois, il est libéral dans son idéologie économique, mais son côté liberticide, il permet d'étouffer toute contestation sociale et d'éteindre tout foyer de contestation par une répression extrêmement forte qu'on n'a jamais vue. Et il faut quand même mesurer ce qui se passe et le contexte dans lequel on évolue. C'est pour ça que la notion de la liberté, elle est importante pour pas faire
que les femmes et les hommes de ce pays, c'est pas simplement des consommateurs, c'est pas des travailleurs, ce sont des citoyens qui doivent exercer des droits, et c'est ça la légitimité de la République. Et aujourd'hui, tout ça est mis sous un chapeau, tout ça est rogné au fur et à mesure. On a aussi un problème avec la démocratie. Éric est parlementaire, il a dira sûrement quelques mots après, mais on a quand même un gouvernement qui prend des décisions par l'intermédiaire du Conseil de sécurité, qui est l'instance la plus antidémocratique qui existe, des lois d'exception, on a des décrets, on a quand même vu les ordonnances pénicaux sous l'état d'urgence sanitaire qui remettent en cause le droit du travail, qui imposent des jours de congé aux salariés, qui font exploser la durée légale du temps de travail. Donc tout ça, ça remet en cause ces choses-là. Et surtout, on a vu une inversion du paradigme, c'est-à-dire que les libertés individuelles, qui sont normalement la règle, qui sont garanties par l'état de droit et la Constitution, sont devenues l'exception sous l'état d'urgence. On a quand même vécu un confinement où il fallait remplir un papier pour sortir de chez soi, pour aller se déplacer. On n'avait jamais connu ça. On a une remise en cause sur la question de la vie privée, de sa liberté. La seule liberté qui était autorisée, quelque part, c'est celle d'aller travailler pour celles et ceux qui étaient en première ligne, puisque on a eu des syndicalistes et des organisations syndicales qui ont porté, par exemple, le droit de retrait, où on considérait qu'aller au travail, c'était dangereux, et le gouvernement a dit que c'était, du moment qu'il y avait du gel et des masques, c'était un peu ça les dispositions, on n'avait pas le droit de ne pas aller travailler. Donc on a cette situation qui fait que des libertés sont rognées, et ce qui engendre des inégalités, ce qui engendre de la souffrance. Et un projet politique tel que nous on le conçoit, en tout cas tel que c'est ma conception, les libertés, elles doivent être au cœur de ce projet politique, parce que c'est ce qui fonde de la République, c'est ce qui fonde de l'état de droit, et c'est ce qui permet l'émancipation des gens. Et aujourd'hui, on parlait tout à l'heure d'une époque fascisante, d'un gouvernement liberticide et des dérives autoritaires, mais la République, telle que la conception des Lumières, telle qu'elle a été pensée au début, elle est aujourd'hui en danger, parce que les libertés individuelles publiques, elles ne sont plus au cœur du projet politique d'Emmanuel Macron, elles ne sont plus au cœur des politiques publiques, et chaque jour, on les rogne. Et on a vu, moi je termine là-dessus, juste sur l'usage des drones qui m'a marqué par exemple, qui est la surveillance généralisée des gens, puisqu'on est là-dedans. Et on a malgré tout le Conseil constitutionnel qui prend des décisions et qui dit que les drones sont interdits, mais on continue de les utiliser. C'est parce que c'est un processus qui est assez connu, c'est ce qu'on appelle la théorie du choc de Naomi Klein, c'est-à-dire qu'il y a un état de sidération, on met des idées qui sont pas légales, mais on les impose dans l'espace public et le droit les légitime après pour dire que c'est normal. Donc on a aujourd'hui tout ça, et c'est vraiment ce qui est aussi inquiétant, c'est qu'on a un contrôle des populations pour soumettre l'ordre social, pour soumettre les gens à la volonté du capitalisme qui est aujourd'hui quand même dans une période d'instabilité chronique et de crise successive, ce qui fait quand même la nature de ce régime. Mais pour qu'il soit accepté par le plus grand nombre, parce que les inégalités explosent, les plus riches sont de plus en plus riches, les plus pauvres de plus en plus pauvres, il faut restreindre les libertés et il faut soumettre les gens. Donc c'est vraiment un danger, et c'est pour ça que je crois que les libertés qui sont au cœur de l'appel, elles sont la conception même qu'on se fait, nous, de la République, de l'état de droit, du projet politique qu'on souhaite porter aux affaires dès 2022 pour changer les choses. Ouais, liberté, j'écris ton nom, disait Éluard pendant la résistance. Et il est quand même assez paradoxal que, justement, ça soit sur ce thème que va avoir lieu le 12 juin, c'est-à-dire des rassemblements de toute la France, avec un arc de signature comme on l'a rarement vu. Hein, j'attire à aller le voir, il y a vraiment toutes les associations, les syndicats, les collectifs citoyens qui agissent sur différents thèmes et qui, dans leur action, se trouvent justement confrontés à cette question des libertés, donc qui signent. Alors, moi, ce que je remarque, c'est, avant de savoir pourquoi la liberté, c'est pourquoi on a besoin de ça. Bah justement, parce qu'on n'est certes pas dans la même situation qu'Éluard, mais on peut se demander si on n'est pas dans la situation des années qui ont malheureusement permis je veux dire, à des États totalitaires de prendre le pouvoir et de déclencher une guerre mondiale comme on l'a connue. Est-ce qu'on n'est pas dans les années 30, quelque part? Je sais bien que l'histoire ne se répète pas complètement, mais il y a quand même des indices, des inquiétudes dans justement la façon, je l'ai dit tout à l'heure, dont le gouvernement s'abstrait complètement de la séparation des pouvoirs, fait loi d'exception sur loi d'exception, utilise la police comme on a rarement vu. Enfin, la police aujourd'hui est utilisé comme le gardien d'un ordre social. Il suffit de le voir. Je crois que les Français ne seront peut-être pas assez compte, mais quand on va aujourd'hui dans d'autres capitales européennes, les manifestations ne sont pas encadrées comme les manifestations à Paris. Enfin, ça devient délirant totalement d'avoir des manifestations à Paris qui sont encadrées par des rangs de CRS devant, derrière, etc. C'est plus une liberté de manifester totale. Bon. Et si je dis ça, c'est que par contre, dans les années 30, on a bien vu le danger arriver brutalement
par la guerre d'Espagne, par l'accession au pouvoir de Mussolini. Là, ce qui est mon inquiétude, c'est qu'on a, j'allais dire, une dérive autoritaire plus soft et plus lente. Et que il faut prendre garde à qu'on ne se retrouve pas comme une grenouille qu'on met dans de l'eau froide et qui ne sent pas qu'au fur et à mesure, on monte la température. C'est ça mon sujet. Mais si on regarde et si on accumule les attaques liberticides depuis quelques années, les attaques sur la question justement de l'autoritarisme, moi je trouve que l'état où on est aujourd'hui est inquiétant. Et c'est d'ailleurs pour ça que finalement on en revient à ce qui est, quand on gratte, s'il y a quelque chose qui réunit, on va dire la gauche pour aller vite, au moins le camp progressiste, c'est d'abord aussi parce qu'il est le camp de la liberté, théoriquement. Enfin, c'est ça qui le rassemble. Et moi, ce qui m'inquiète plutôt, c'est pourquoi, justement, il a besoin aujourd'hui de devoir se réagir là-dessus. C'est parce que je crois qu'il y a un réel danger. Et ce danger, je termine là-dessus, c'est celui d'un pouvoir absolu et d'une souveraineté absolue des marchés, du libéralisme, de la finance, qui, pour installer un ordre qui est toujours plus injuste, parce que c'est pas vrai, ça se passe pas sans conséquence, que les inégalités n'ont jamais été aussi fortes dans le monde qu'aujourd'hui. Bon, il y a donc des réactions, et pour imposer cet ordre injuste, eh ben, il a recours à des dérives autoritaires. Autrement dit, ce qui a très longtemps façonné le paysage philosophico-politique était l'idée que la démocratie, le libéralisme étaient liés également avec le libéralisme économique. Tout ça vole en éclats et que je crois que ce qui est aujourd'hui le capitalisme, dans sa version absolutiste, ça dérive à les totalitaires. Son évolution naturelle est totalitaire pour faire en sorte de pouvoir continuer à imposer l'ordre des marchés. C'est ça auquel on assiste et c'est pour ça que la question des libertés redevient prégnante, comme par exemple elle l'a été en 89. Est-ce que vous appelez un front républicain d'une certaine manière? Est-ce que ça serait ça, Au fond, je voudrais savoir jusqu'où ça va, l'axe de rassemblement. On a été frappé à regard qu'hier matin, dans les rédactions sur les journaux des radios, on a demandé à des gens de droite est-ce qu'ils iraient manifester le 12 juin. Au fond, c'est ouvert à tout le monde, ça va jusqu'à où? Ça, c'est ma première question, et puis comme ça, vous me la ferez en même temps. Au fond, tout le monde est bienvenu, si j'ai bien compris, à gauche, et c'est quand même bizarre, non, ce texte qui rassemble tout le monde, alors qu'on n'a jamais vu la gauche aussi divisée, aussi cruellement divisée, sur une question sur laquelle totalement inattendue. Je veux dire, l'histoire de la manifestation de la police, certains ont été glacés, d'autres sidérés de voir ce qui s'est produit. Donc voilà, ce que je trouve paradoxal d'une certaine manière, cet arc extrêmement large, alors qu'il y a eu cette fracture immense qui s'est produite avec cette manifestation du 19. Alors peut-être que vous allez me dire qu'elle n'est pas si profonde que ça, ou alors il faut s'attacher à la cautériser, je ne sais. Quel est votre avis? Je pense que la fracture, elle était déjà perceptible, et la manifestation des policiers, elle a mis quand même sur la place publique et dans le focus médiatique les divisions profondes. C'est plus que des divisions, c'est des différences idéologiques de ce que peut être le projet progressiste. Maintenant, pour répondre à ta question sur le front républicain, j'appellerais pas ça un front républicain. Je pense que s'il y a autant d'organisations qui ont signé ce texte, c'est que c'est synonyme d'un contexte qui est extrêmement grave. Ce qu'on dit depuis le début, c'est que les gens se disent que là, il y a quand même un sujet et qu'il faut se rassembler sur cette question-là. Maintenant, toutes les organisations politiques de gauche n'ont pas signé l'appel à manifester le 12 juin. Le Parti socialiste, pour ne pas le citer, n'a pas cité et a appelé par un communiqué de presse. Le Parti communiste français n'a pas signé et a fait son propre appel en disant qu'il participe à la manifestation du 12. Donc acte, moi j'ai pas de souci là-dessus. Évidemment, c'est ouvert à tous les progressistes, à toute la gauche, à toutes celles et ceux qui sont attachés au camp des libertés, au camp du progrès social. Mais front républicain, ça nous renvoie trop à une phrase médiatique qu'on connaît bien en cas de... Oui, mais ma question, vous l'avez bien compris, c'est au fond, est-ce que ça, vous avez dit la gauche, est-ce que ça déborde la gauche, est-ce que, au fond, votre alerte, elle s'adresse au-delà de la gauche? Ça, c'est ma première question. Et puis la deuxième, c'est en effet ce que vous avez dit sur les divisions à l'intérieur de la gauche. Bien sûr, le front républicain, c'est une limite, petite provocation entre nous, mais amicale, mais voilà. Bien sûr, y compris parce que il y a des gens aujourd'hui qui ne se repèrent plus sur la latéralité gauche-droite. Et d'ailleurs, ils ont du mal. Parce que s'ils se repéraient uniquement sur la latéralité gauche-droite, est-ce qu'ils seraient d'accord avec le Parti socialiste, avec Yannick Jadot ou avec Fabien Roussel qui vont manifester à côté d'organisations d'extrême droite
dans une manifestation qui appelle la justice à rendre des comptes, ou est-ce que ils se regarderont plus du côté LFI, Génération, je parle en termes partidaires, et d'autres formations qui n'y ont pas été, et qui en même temps étaient en train de se mobiliser pour le 12. Bon, donc du coup, c'est difficile des fois. Il y a des gens qui se repèrent plus là-dessus, il faut le comprendre. Moi, ce que je crois d'important, c'est que, enfin, c'est mon espoir, et d'ailleurs, ça répond aussi à ta question tout à l'heure sur le deuxième tour des élections présidentielles, c'est qu'il y a incontestablement une bascule très à droite de l'espace politico-médiatique. Je dis médiatique parce qu'il ne faut pas oublier le quatrième pouvoir qui, aujourd'hui, j'allais dire, à longueur d'émission, avec certaines chaînes qui se sont spécialisées là-dessus, recycle des idées, enfin c'est même pas des idées, c'est la plupart du temps, souvent c'est des délits de racistes et autres, qui, il y a une vingtaine d'années, auraient été dans une arrière-salle enfumée d'un groupuscule néo-nazi clandestin. Bon. Donc il y a un basculement à droite de cet espace-là. On le voit avec la droite républicaine. Je veux dire, quiconque est à l'Assemblée nationale, il n'y a pas que Ciotti, écoute certaines choses qui à certains moments font froid dans le jeu. Quand on dit qu'une femme voilée, à un moment donné, on le fait un lien direct avec le terrorisme, c'est costaud. Quand on demande la dissolution d'un syndicat, etc., etc. Donc il y a une dérive à droite. Moi, ce que je crois, c'est que cette dérive, elle n'est pas aussi forte dans le peuple, pour aller vite. Voilà, je crois que, pour le coup, le poisson pourri par la tête, même si cette expression, des fois, je la prends avec des pincettes, mais je trouve que, là, pour le coup, c'est plutôt positif, et mon espoir, c'est que c'est pas aussi puissant, ne serait-ce que parce que la plupart des gens, ils subissent avant tout les inégalités sociales, ils voient bien que... je crois que ce qu'ils vivent, la situation qu'ils vivent n'est pas forcément celle qui est transmise dans les médias, que leur problème numéro un n'est pas forcément toujours la question sécuritaire telle qu'on veut en tout cas la véhiculer, mais la question de l'emploi, la question de la santé. Voilà, ça c'est mon espoir. Et donc à partir de là, pour te répondre, bien évidemment, tout le monde est bienvenu. Enfin, moi, j'ai espoir qu'il n'y ait pas que les gens qui se repèrent comme ça, qui viennent manifester, même si, pour le coup, je crois que c'est au nom de valeurs et d'idées de gauche. C'est en ça que je voulais dire tout à l'heure. Sur un dernier point, c'est que... parce que je sais que c'est ça qui a animé certains partis à aller à la manifestation des policiers, et qui sont les mêmes qui n'ont pas voulu signer notre appel. C'est un peu l'idée que, finalement... il faudrait ne pas s'occuper des attaques sur les libertés, ne pas s'occuper des attaques sur le fait de mettre la fédéralisation de l'actualité en avant pour faire passer des visions de plus en plus sécuritaires, qui sont souvent en plus des visions de classe sécuritaires, parce que c'est souvent un ordre qu'on impose aux classes les plus populaires. Et qu'il faut se concentrer pour espérer renverser les choses sur la question sociale. C'est un peu le discours de Roussel aujourd'hui, par exemple. Je l'entends, hein, je ne polémique pas, c'est ce que j'entends. Et c'est un peu ce qu'a défendu Jadot l'autre jour, quand je lui ai posé la question dans une réunion de la gauche, ou ce que dit le PS. Je pense que c'est une erreur absolue. Je pense que c'est une erreur absolue parce que les deux, en réalité, sont liés. C'est-à-dire que l'ordre qu'on veut nous imposer, le fait de discriminer des citoyens de par leur religion ou leur couleur de peau, le fait, par exemple, de ce discours qui veut faire croire que les victimes de racisme seraient les racistes, dans une espèce d'inversion des choses absolument terrible, c'est un accompagnement idéologique du libéralisme et des inégalités. C'est ce qui permet justement de diviser la société, c'est ce qui permet de diviser les plus pauvres, c'est ce qui permet de dévier les sujets vers des préoccupations qui sont pas celles sur lesquelles les gens se mobilisent le plus spontanément, qui est la fermeture d'une boîte, qui est le fait de la manque de services publics, qui est l'explosion des inégalités. Donc à mon avis, il ne faut pas laisser ce champ idéologique à la droite, même si ça peut apparaître comme, à un moment donné, à rebrousse-poil par rapport à l'opinion telle qu'on nous la vend dans les médias et dans une certaine classe politique. Je crois qu'il faut affronter les deux. Voilà. La question on ne peut pas dissocier la question des libertés et la question de l'égalité, et je rajouterai la question du climat. Voilà, c'est ça qui me de l'intérêt général. Et il n'y a pas d'échappatoire. Sinon, on fait le lit de l'extrême droite à terme. Merci, c'était très intéressant. Maintenant, je voudrais une petite question. Vous attendez beaucoup de monde, combien de monde? Ça va se passer comment partout en France? C'est-à-dire, il y a 10 manifestations dans tous les villages. Comment vous voyez l'affaire? Pour rien vous cacher, on a une réunion de préparation ce soir, mais la manifestation, elle est nationale, parce qu'il y aura une grosse mobilisation à Paris pour la région Île-de-France,
et décliner en territoire, puisqu'on a souhaité que celles et ceux qui veulent se mobiliser pour la question des libertés, pour tout ce qu'on vient d'évoquer maintenant, puissent le faire en territoire, en proximité. L'idée qu'on a, sans trahir la réunion de ce soir, c'est qu'on veut une manifestation qui soit festive, où les gens ont envie de venir, que ce soit agréable, qu'on sorte un peu du cortège où il y a 10 personnes. Oui, mais ça, on verra ça comment ça se passe. Mais vraiment, une ambiance très positive et très festive et joviale, où les gens ont aussi envie de sortir dans la rue, envie de se retrouver. Et je fais le parallèle avec ce que tu as dit tout à l'heure, sur pourquoi il y a autant de signataires, qu'est-ce qu'on attend comme personnalité, comme personne à la manifestation. C'est quand même, ça part d'un sentiment profond que les gens, au-delà des organisations politiques et syndicales, ont envie de réagir sur cette question-là des libertés. Et donc nous, on n'a pas d'objectif chiffré. On espère évidemment qu'on sera le plus nombreux possible dans la rue. Et on espère qu'on aura effectivement des citoyennes et des citoyens de tout ordre, de toute organisation politique, de toute situation professionnelle qui viennent dans la rue pour dire qu'ils sont attachés à la défense des libertés, qu'ils veulent mettre un coup d'arrêt à ce gouvernement liberticide et au développement des idées d'extrême droite. C'est ça aujourd'hui. On a un temps fort parisien, des manifestations en région, et c'est pour permettre la participation la plus massive en territoire. Bien évidemment. Moi d'abord, je ne boude pas mon plaisir, parce que ce soir, on aura une réunion avec, comme on l'a souhaité depuis longtemps. Jean-Luc Mélenchon avait parlé de fédération populaire, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un front très large qui ignore un peu nos frontières habituelles entre syndicats, associations, collectifs citoyens, partis. Ça en prend là, c'est la première manifestation de ça. Et on a très envie de l'organiser ensemble. On a initié ça tous les deux, mais on le dit, c'est pas. Aujourd'hui, c'est bien que on le co-construise avec quand même les plus grosses organisations syndicales associatives du pays. Je pense même à la FCPE, par exemple, on ne le cite pas, mais les fédérations des parents d'élèves, enfin des choses comme ça. Bon, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième, c'est que oui, on veut que quelque part le camp de la liberté monte ses forces et ses muscles et de la manière la plus pacifique possible. Ce que j'espère même totalement pacifique. C'est un petit message que j'envoie, c'est-à-dire ne donnons pas au gouvernement ce qu'il attend, y compris, je le dis à tous ceux qui sont en colère, ils ont raison de l'être. Je veux dire, ce gouvernement n'aura qu'une envie, c'est de montrer à nouveau des images de violence, etc. Donc ne leur donnons surtout pas ce plaisir. Manifestons la fête de manière conviviale, mais de manière combative. Et je suis sûr qu'on sera beaucoup. Bien. Je pense qu'on peut vous poser une toute petite dernière question qui est un peu parallèle à notre discussion. Vous étiez l'un et l'autre à la réunion lundi. C'est lundi ou mardi ? Ça fait tellement peu d'écho que finalement je ne sais plus la date. Une réunion qui avait donc pour objectif de faire discuter toutes les forces de gauche pour débattre de leurs propositions, de leurs projets, voir s'il est possible de déboucher sur un candidat commun à l'élection présidentielle. Est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce que vous avez progressé ? Moi, j'étais pas présent, mais Génération était représentée. C'est un cadre de discussion qui fait suite à la première réunion des organisations de gauche et écologistes qui avait été initiée par Yajic Jadot il y a quelques semaines. Maintenant, est-ce que c'est l'espace qui va nous permettre d'avoir une candidature commune ? Moi, je pense que non, puisqu'on a quand même des gens qui viennent participer à la réunion qui ne sont pas sur cette idée-là. Et moi, je dirais que c'est un peu le bal des faux semblants, pour être tout à fait honnête, parce que les uns et les autres n'ont pas les mêmes objectifs. En tout cas, pour ce qui est de Génération, et on le dit depuis le début, et d'ailleurs on a répondu à toutes les sollicitations des forces politiques qui nous ont contactés, notamment on travaille avec la France Insoumise, parce qu'on a signé plusieurs appels sur les questions des libertés, sur la question de la dérive autoritaire du gouvernement. Nous, ce qui nous anime, c'est d'avoir évidemment une candidature de rassemblement, mais qui porte un projet de radicalité écologique et de justice sociale qui permettent, ce que j'ai dit tout à l'heure, de créer des horizons. Donc c'est ça le fond du problème, c'est quel projet politique on va porter au second tour de l'élection présidentielle, parce que pour l'instant, on ne passe même pas le premier. Donc c'est comment on crée les conditions d'avoir un projet qui permette à des millions de gens de se rassembler et de sortir la tête du contexte qui est aujourd'hui absolument étouffant et asphyxiant. Donc c'est ça qui nous anime. On continuera à participer à ces réunions-là parce que toutes les initiatives ont le mérite d'exister et quand on peut discuter avec des gens, on discute. Mais il faut aussi assumer d'avoir des différences avec certains. Il faut jouer carte sur table et de la franchise. Et je termine là-dessus. On a été un peu surpris que pas cette réunion, mais la première qui avait initié ça, où était sortie de la réunion, il y avait 3 points, notamment la question d'un appel sur les libertés qu'on a mis en place derrière. Et à peine la réunion terminée, Olivier Faure sort et communique en disant qu'il y aura un rassemblement avec les écolos, avec Génération, et qu'il y aura un candidat commun, alors que ça n'a pas du tout été le contenu de la discussion qu'il y a eu. Donc si on commence déjà
à avoir des gens qui trahissent ce qu'on se dit dans ces réunions, on ne va pas dans le bon sens. Maintenant, on est convaincu, et je suis convaincu que la question du rassemblement, mais pas le rassemblement pour le rassemblement, j'insiste là-dessus, c'est le rassemblement sur du contenu. C'est la seule condition qui nous permettra aujourd'hui de créer les conditions de gagner l'élection présidentielle, parce que c'est ça dont il s'agit. On ne veut pas d'une candidature de témoignage. Si on veut faire avancer les choses et offrir un avenir meilleur à des millions de gens, à une jeunesse et sauver la planète, c'est en gagnant l'élection présidentielle, en étant aux affaires et en prenant des décisions concrètes. Donc il faut gagner le pouvoir en 2022, je crois que c'est ça l'urgence qui doit nous animer. Moi, je crois qu'il n'y aura pas de troisième réunion. Enfin, en tout cas, voilà, on n'y sera sûrement pas. Je crois qu'il n'y aura pas de troisième réunion. Pourquoi ? Parce que je parle de ces réunions-là. Hein. Oui, les réunions, parce que au départ, on avait accepté d'aller à la réunion initiée par Yannick Jadot, parce qu'en gros, ce qu'il nous avait vendu, et on trouvait ça plutôt bien, justement, en lien avec la nécessité de se rassembler sur des choses prioritaires et de considérer qu'on était peut-être concurrents, peut-être qu'on sera concurrents, mais pas adversaires, en tout cas pas au même niveau que le macronisme, la droite et l'extrême droite. Donc c'était l'idée, voyons-nous pour avoir une espèce de pacte de bonnes relations, de non-agression, voir ce qu'on peut faire ensemble en termes de mobilisation, et puis comment on peut éclairer le débat. Bon. Nous, ça nous allait bien, donc on y a été le 17. Alors Thomas le dit dès le soir même, on a été un peu refroidi par les déclarations d'Olivier Faure, et tout ça nous a laissé penser, avec ce qui s'est passé depuis, que c'était plus un coup un peu politicien du duo Jadot-Faure-PS pour essayer de construire la candidature qu'ils estiment, qu'ils pensent qu'il y aura, c'est-à-dire une candidature en gros des sociaux-libéraux, des écolos-libéraux, qui permettrait peut-être même de contourner la primaire Europe Écologie. J'ai l'impression que c'est plus des questions internes, en réalité, à leur camp qu'ils essayaient de régler, et malheureusement, ça s'est confirmé depuis, et c'est pour ça que la réunion du 24, moi j'en tire un bilan vraiment négatif, c'est que nous on y a été pour essayer d'avoir un bilan, comprendre. On avait dit, tiens, ça va être un cadre pour créer des mobilisations communes. Les mobilisations communes, elles se font à l'extérieur. L'appel qu'on fait pour le 12, et une partie de ces organisations ne l'ont pas signé. Et il y a eu d'autres mobilisations communes, mais cette fois-ci avec l'extrême droite pour certains d'entre eux. Donc le moins qu'on peut dire, c'est que ça n'a pas beaucoup avancé. Les bonnes manières, nous on a quand même essayé, France Insoumise, comme on a moins de divergences au niveau régional qu'au niveau national, de faire des rassemblements larges sur certaines régions, y compris en Hauts-de-France. On se retrouve en PACA où on se fait exclure d'un rassemblement, pourtant dans une région où tout le monde dit que l'extrême droite peut la prendre. De bonne manière, on fait mieux. Et tout ça, la discussion n'a pas eu lieu le 24, on a discuté de rien. Et il y a un côté, c'est vrai qu'il y a un côté un peu balle des dupes, quoi. C'est-à-dire que certaines organisations jouent à un côté plus unitaire que moi tu meurs. Elles n'ont pas de mandat, elles l'auront qu'en septembre, elles n'ont pas de candidat. Donc voilà, je pense que c'est des choses qui... C'est pas là-dedans que ça va pouvoir se décanter. Je pense que si ça se décante, si le rassemblement dont... Moi je crois pas à l'unité large. Je crois qu'il y a un moment donné, c'est pas vrai. Hollande vient de sortir un texte d'ailleurs où il explique bien qu'il y a des différences. Et il y a des différences encore avec certains à gauche qui admettront pas, par exemple, d'avoir un Mélenchon comme candidat. Je ne crois pas. Quelques candidats, je pense que ça sera Mélenchon, mais quelques candidats qui représentent le camp de la rupture, donc qui est pourtant majoritaire à gauche. Donc je ne crois pas que tout le monde sera réuni. Voilà, je crois que l'unité de la gauche telle qu'on nous vend, ça embrouille. Par contre, je crois qu'on peut avoir un rassemblement très très large, parce que les idées qu'on défend, qu'on retrouve, par exemple Génération et nous, on a franchement, à part quelques détails, on s'est aperçu qu'on l'a aussi avec une partie d'Europe Écologie, on l'a avec beaucoup de secteurs syndicaux, associatifs. À mon avis, c'est très majoritaire. Et ça, moi, j'ai bon espoir que qu'on soit ensemble pour les élections. Mais ça passe plus par l'action comme le 12 juin. Ça passe peut-être, possiblement, par 2022 ou jamais, qui est une plateforme citoyenne où je pense qu'ils font les trucs au moins avec sincérité et honnêteté pour voir comment des points programmatiques peuvent déboucher en commun, ou au moins pour certains d'entre nous, voilà, que ces espèces de réunions où, franchement, j'ai senti plus d'hypocrisie que de sincérité. Les deux plateformes qui étaient présentes à ces réunions n'ont pas apporté grand-chose. Alors, parce qu'il y avait la plateforme avec l'axe CFDT et Fondation Nicolas Hulot, enfin, bon, pour aller vite, hein, et puis l'autre plateforme qui est CGT Greenpeace Attaque, qui étaient présentes, qui ont un peu apporté leurs idées. Ça ne vous a pas particulièrement motivé ou intéressé? Les pauvres, j'allais dire, parce qu'elles se sont retrouvées dans quelque chose d'un peu paradoxal, c'est-à-dire que elles ont ouvert la discussion, et c'était la plus longue discussion pour présenter leur travail, face à des organisations qui, je veux dire, ont aussi des choses à régler entre elles, et pour une partie de ces organisations. Nous, on avance, on a un projet, on en est à notre troisième cahier, mais une grosse partie de ces organisations, elles peuvent toujours dire des choses
dans une réunion comme ça. En réalité, on n'en saura pas plus sur ce qu'elles veulent faire à partir de septembre. Si je regarde Europe Écologie, chacun constatera que c'est pas la même chose si Sandrine Rousseau gagne la primaire ou si c'est Jadot, par exemple. C'est pas le même projet. C'est pas le même projet stratégique. C'est pas les mêmes alliances. Bon, donc c'est pour ça que je trouve que c'était un peu déconnecté et que tant qu'à faire, je pense que une plateforme comme 2022 ou jamais, elle a plutôt intérêt à continuer le boulot qu'elle fait. Nous, on en sera. Là, je ne parle pas de la primaire parce que je pense que ce n'est pas une bonne idée, mais je pense que pour le reste, on en sera. Plutôt que ces réunions initiées par qui, encore une fois, n'ont pas permis de faire avancer les choses et surtout sèment des illusions. Et moi, je pense qu'il ne faut pas semer d'illusions. Ça serait le plus négatif. Merci à vous deux. Merci. Bonne journée à vous. Et on se revoit le 12 juin alors. Avec plaisir. Ah oui.